Le 6 janvier 2021, à Washington, des milliers de manifestants tentent d'envahir le Capitole pour contester les résultats d'une élection qui donne Joe Biden victorieux face à Donald Trump. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Pendant cet assaut, ils retransmettent une grande partie de leurs exploits sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent de faire entendre notre voix. Il y avait beaucoup de téléphones et les gens filmaient en direct. Personne d'autre ne va couvrir ces événements correctement. En tout cas, certainement pas les médias. Bilan de la journée, plusieurs morts et des centaines de blessés. Cet événement a beaucoup marqué le monde. Certes, on y voit une manœuvre politique, mais comment un si grand nombre d'électeurs ont pu croire qu'une telle élection avait été truquée? D'en être convaincus au point de prendre d'assaut le Capitole? En fait, on a des pistes. Et même s'il n'y a pas une seule cause, ce serait plutôt une accumulation, l'une des principales, on en parlait juste avant, serait les réseaux sociaux. On a beaucoup d'exemples d'ingérence dans ce genre de contexte. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto. On va chercher à déstabiliser une démocratie sans même avoir à bouger de chez nous. D'abord, il faut comprendre le parcours moyen d'un utilisateur. Imaginons que vous veniez de vous inscrire sur un réseau social. Vous allez dans un premier temps suivre des gens qui partagent des choses qui vous intéressent. Ces posts, vous êtes susceptible de les repartager aussi à des gens qui vous suivent, qui eux-mêmes sont intéressés par ceci. Bienvenue dans une communauté. C'est ce concept qui rend les réseaux sociaux intéressants. Vous suivez ce qui vous intéresse et vous pouvez y voir les actus de ce milieu. Le seul problème, c'est que du coup, vous avez tendance à suivre exclusivement des gens avec qui vous êtes en accord. Par exemple, si je suis électeur LFI, il est peu probable que je suive le compte du Rassemblement National ou de Jordan Bardella, et inversement. Vous allez donc voir exclusivement des contenus qui rejoignent vos pensées. En vous liant avec des utilisateurs partageant vos avis et centres d'intérêt, votre réseau devient alors un espace clos, imperméable aux idées de l'extérieur, donc aux idées contraires, dans lesquelles les informations circulent extrêmement vite et vont toutes dans le même sens. Vous venez de vous créer votre chambre d'écho. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, à l'arrivée des vaccins, on avait une chambre d'écho anti-vax, pendant que de l'autre côté, dans la chambre d'écho pro-vaccin, il était considéré comme la seule et unique solution à la pandémie. C'est résumé, hein, mais en gros c'est ça. À chaque fois que vous ouvrez votre réseau, votre feed est donc rempli de contenu en accord avec vos idées. L'algorithme vous sélectionne des posts en suivant ce modèle. Et d'ailleurs cet algorithme, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Parce que vous suivez de plus en plus de comptes, alors comment voir tout ce qui vous intéresse? Vous vous en remettez donc à lui pour trier le contenu que vous verrez. L'algorithme des réseaux sociaux, qui choisit ce qui apparaîtra dans votre feed, n'a qu'un seul objectif: vous faire rester le plus longtemps sur l'application. Car plus de temps passé dessus équivaut à plus de revenus publicitaires. Qu'on soit bien clair, il n'y a aucun moyen de savoir ce que l'algorithme montre à l'ensemble des utilisateurs. Vous êtes seul face à votre algorithme. Cet algorithme s'empressera donc de vous constituer une bulle de filtre, en sélectionnant les informations qui vont dans le sens de ce que vous aimez ou partagez, donc qui vont dans le sens de votre pensée. Mais c'est pas tout, parce qu'on est humain, et c'est probablement notre plus gros point faible. Le nombre de failles de notre cerveau que les réseaux peuvent exploiter est phénoménal. Le biais de négativité en est probablement le meilleur exemple. De nombreuses expériences ont montré que le cerveau ne traite pas de la même manière les informations négatives et positives. Prenons un exemple. Face à ces deux affirmations, laquelle vous intrigue le plus et est la plus susceptible de vous inciter à faire des recherches supplémentaires? Statistiquement, vous allez plus interagir avec ce genre de contenu. L'algorithme vous les proposera plus, au risque de créer des perceptions ou des avis de plus en plus radicaux. On rappelle que du point de vue des réseaux sociaux, il faut que vous y passiez le plus de temps possible. Dans la barre de recherche, j'ai tapé vaccin Covid, et sans même cliquer sur quoi que ce soit, voici les recherches qui m'ont été proposées. Effets secondaires, cancer, puce, tue, sida, peur. D'un autre côté, on retrouve le biais de confirmation, qui nous pousse à considérer les infos qui confirment ce qu'on pense et à ignorer celles qui viennent les contredire. Si on combine tous ces phénomènes, le tunnel vers la radicalité et une remise en question de la société est tout tracé. On a alors tendance à privilégier des réactions émotionnelles plutôt que rationnelles, surtout dans un contexte qui nous semble très anxiogène, et quand on sort de ce tunnel, dans lequel on est confronté uniquement à des avis similaires, entendre des opinions contradictoires nous semble insupportable. Ça explique en partie comment des milliers de gens se sont retrouvés convaincus que leur élection leur avait été volée et qu'ils devaient agir pour protéger leurs droits. Maintenant qu'on sait comment les utilisateurs se retrouvent enfermés dans une boucle de contenu, il nous faut les créer, ces contenus. Pour ça, on va utiliser quelque chose qui nous semble anodin au premier regard. Les trolls. Est-ce que vous connaissez l'IRA? Alors l'acronyme a plusieurs significations, mais une va nous intéresser en particulier. L'Internet Research Agency.
Cette agence est basée à Saint-Pétersbourg et est ce qu'on appelle une usine à trolls. Pour faire simple, une usine à trolls, elle est là pour diffuser des trolls, déformer la réalité, voire publier des fake news, et ce de manière coordonnée. Très souvent pour déstabiliser, diviser ou promouvoir un État en particulier. Par exemple, pendant une campagne présidentielle, elle peut inonder les réseaux de faux mèmes et avis contradictoires avec pour objectif final de faire douter les électeurs des personnalités pour lesquelles ils vont voter. L'IRA serait utilisée par le Kremlin pour financer de façon à la fois publique et secrète des activités d'influence. Et si on en croit sa page Wikipédia, elle a été impliquée dans pas mal d'histoires. On sait notamment qu'elle a participé à des campagnes de déstabilisation des États-Unis, en plus d'avoir cherché à favoriser la candidature de Donald Trump, en allant même jusqu'à organiser une manifestation au Texas. Bizarrement, ce jour-là, on n'a pas trouvé les organisateurs sur place. Normal, ils étaient à plusieurs milliers de kilomètres à Saint-Pétersbourg dans leur bureau. D'ailleurs, on n'a pas besoin de traverser l'océan pour trouver des campagnes comme ça. Récemment, le New York Insider a publié une vidéo critiquant la tenue des JO à Paris, reprise par plusieurs personnalités politiques. Vous voyez pas le problème ? Le New York Insider n'existe pas. Le site a été créé quelques semaines auparavant et était hébergé sur le même serveur que certains faux médias. On y retrouvait surtout des copier-coller d'articles de presse américaine et des textes originaux consacrés à l'Azerbaïdjan. Dans un contexte encore plus actuel, lors des campagnes des législatives ces dernières semaines, des réseaux russes auraient partagé des posts en faveur du Rassemblement national. Mediapart en a d'ailleurs recensé quelques-uns et tout porte à croire qu'ils émanent bien de Russie. Je précise quand même que le RN a affirmé ne pas être à l'origine de cette campagne, ne pas l'avoir sollicité et condamne cette opération de déstabilisation. Le mieux dans ce contexte, c'est d'automatiser le tout, pour que ça nous prenne le moins d'énergie possible à chaque fois. Alors il faut trouver un moyen de générer des messages construits, en un temps record, et sans forcément parler la langue en question. Oui, on peut utiliser ChatGPT. Et on a plein d'exemples là-dessus. Pour bien comprendre comment fonctionne ChatGPT, on va lui envoyer une requête, qu'on va appeler prompt. On va lui dire par exemple, imagine que tu es un électeur d'extrême droite et réponds à ces tweets. Si on regarde les réponses aux Parisiens, sous cet article, on peut lire cette réponse. Un utilisateur lui demande ici d'oublier les prompts précédents et de lui donner la recette de la tarte à la fraise. Si c'est un humain, évidemment il ne va pas répondre. Et ben voilà la réponse du bot. Et dernière chose, pour pas vous faire griller, puisqu'on est là pour établir un plan quand même, n'oubliez pas de payer votre abonnement à OpenAI. Oui, c'est déjà arrivé. Et si on veut passer à l'étape supérieure, on peut carrément utiliser l'image de quelqu'un pour lui faire dire n'importe quoi. Et alors, pour vraiment être compromettant, on peut publier un deepfake d'un candidat juste avant des élections pour qu'il n'ait pas le temps de répondre. C'est ce qui s'est passé en Slovaquie. Une vidéo concernant le favori aux élections est publiée quelques jours avant le scrutin. Il discute avec une journaliste en parlant d'acheter des voix et fait une vanne sur la pornographie infantile. L'AFP a confirmé que la vidéo était fausse, et même s'il est impossible de quantifier l'impact que ça a eu, il est arrivé deuxième derrière un candidat populiste qui était contre les sanctions européennes contre la Russie. Bon, bah voilà, on a tout là. On a encore plein d'alternatives, et il y a énormément d'exemples que j'ai pas cités, mais là on est pas mal. Mission accomplie. Bravo à tous. Le but de cette vidéo, c'était évidemment dans un premier temps pas de faire un vrai tuto, mais c'était pas non plus de dire qu'on court à notre perte. Je voulais expliquer certains procédés qui sont utilisés pour contrôler les opinions. On est probablement tous déjà passés à côté de l'origine des comptes qui tenaient une discussion sur Twitter, et indirectement ça nous a probablement influencés. J'ai évidemment juste effleuré le sujet, donc je vous mets toutes mes sources en description si jamais vous voulez creuser. Parmi elles, je vous conseille particulièrement le livre Toxic Data de David Chavalarias, qui rentre beaucoup plus dans les détails et qui m'a énormément servi, surtout pour la première partie de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Je suis très curieux d'avoir vos avis et vos ressentis, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra en discuter. Et puis à la prochaine pour une vidéo sur un sujet beaucoup plus léger.